Je suis Bruno Pieuget, je suis né en juillet 1939, donc juste avant la Deuxième Guerre mondiale, à Rennes, et j'ai passé jusqu'à 10 ans toute mon enfance ici. Mon père étant maire de la commune, hein, et exploitant agricole, et j'étais donc ici avec mes sœurs jusqu'à l'âge de 10 ans. Vous habitiez déjà le château de la Muse. Ah oui, absolument, absolument. C'est une propriété de famille qu'avait acheté mon grand-père à la fin du siècle précédent, hein, et où il avait vécu et où mon père a passé également toute son enfance. Voilà. Vous avez fait votre scolarité, vous l'avez faite où? Vous l'avez faite sur... Alors, c'était la période de la guerre, hein. C'était un peu difficile. Mon père a été prisonnier pendant un certain temps. Et la maison était pleine, hein. Il y avait des réfugiés, essentiellement des Belges, hein. Et c'était ma mère qui s'occupait de la gestion du domaine, de la tenue de la maison. Pendant la guerre, il y avait entre 15 et 18 personnes ici, hein, qui vivaient dans la maison. Et nous avions une gouvernante. Nous avions une gouvernante qui était une cousine de mes parents, personne un peu plus âgée, et qui nous faisait la classe. Jusqu'à votre fin de primaire ou même au-delà? Alors jusqu'à mon entrée en septième. Hein. Jusqu'à mon entrée en septième. Là, en septième, ma mère est partie habiter Paris. Elle avait un appartement à Paris. Et je suis parti à Paris continuer ma scolarité. D'accord. Voilà. Et vous êtes revenu sur Bolon, en quelles circonstances? Alors après, j'ai fait donc toute ma scolarité à Paris, dans différents collèges. Et j'ai fait mes études supérieures à Angers, École supérieure d'agriculture d'Angers. Ensuite, mon service militaire en Algérie. Ensuite, je suis parti, j'ai travaillé pendant 7 ans en Auvergne comme conseiller agricole et je suis revenu ici en 1972 comme exploitant agricole, puisque le fermier qui exploitait les terres à la Mus était parti, que les terres étaient libres, donc je suis revenu m'installer ici comme exploitant agricole en 72. D'accord. Vous faisiez, à l'époque, vous faisiez quel genre de culture? Uniquement, vous étiez forestier ou vous occupiez aussi de gris? Ah oui, alors là, c'était mon père qui s'occupait de la forêt. Hein. Mon père s'occupait de la forêt et moi, j'ai repris donc les terres qui étaient libres et j'ai constitué un élevage de moutons. Hein. J'avais 250 brebis, hein, et progressivement, hein, j'avais 250 brebis et bon, ben voilà, j'avais 50 hectares de terre, je faisais de la culture et de l'élevage. Voilà. D'accord. Et vous avez repris l'exploitation forestière au décès de votre père? Voilà. L'exploitation forestière. Mon père m'a laissé la main quand il avait à peu près 80 ans. Hein. Et donc, depuis 1990, c'est moi qui m'occupe de la gestion de la forêt, qui est transformée en groupement familial. Hein. D'accord. Mais du coup, vous avez abandonné l'exploitation agricole? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. On peut très bien faire les deux en même temps. Il n'y a pas de problème. Tout à fait. Au niveau, aujourd'hui, l'exploitation agricole, ça consiste en quoi, à peu près? Qu'est-ce que vous y faites? L'exploitation agricole, je fais la polyculture, blé, colza, orge, et puis j'ai des chevaux. J'ai des chevaux, hein, des chevaux de selle. Il m'en reste 7 ou 8. Hein. On a été très embêtés avec la disparition des haras nationaux, hein, qui a renchéri énormément le prix de l'élevage.
Et puis, parallèlement avec la crise, hein, il faut bien reconnaître, puisque le cheval de loisir, qui avait un essor important depuis une quinzaine d'années, s'est trouvé soudain stoppé par, d'une part, euh, la crise de la viande. Vous avez bien entendu parler de cette histoire de, de viande de cheval avariée qui avait été introduite dans les conserves de viande. D'autre part, la hausse brutale de la TVA qui est passée de 5,5 à 20%. Hein. Et troisièmement, la disparition des rats nationaux. Alors, trois phénomènes qui ont fait que d'un seul, la filière du cheval de sport s'est carrément effondrée en l'espace de 18 mois, 2 ans. Hein. Et ça a remis en cause l'aspect économique de cette production. Hein. C'est un peu dommage, mais c'est quand même comme ça. C'est une réalité actuelle. Hein. Concernant vos études, comment on choisit la filière que vous avez choisie, du coup, filière agricole? Est-ce que c'est parce que vous étiez de la campagne? Est-ce que c'était... Quel attrait vous aviez de ça? Est-ce parce que votre père était déjà là-dedans? Ah oui, moi je suis un homme de la campagne. Je suis un homme de la campagne, bien qu'ayant fait donc toutes mes études en ville, essentiellement à Paris. Hein. Moi je suis un passionné des arbres, des animaux, de l'agriculture. J'étais absolument un passionné des chevaux. Hein. Mon père ne voulait pas que je fasse d'élevage équin. Hein. Mais vous voyez, j'ai réussi à 60 ans, à 50 et quelques années, à pouvoir avoir ma première poulinière. Et j'en ai eu jusqu'à 5. Hein, mais ça, j'étais absolument passionné par ça. Voilà. C'est un atavisme. Hein. C'est un atavisme. Ouais, c'est assez peu ordinaire, finalement, quoi. Non, parce que j'ai passé toute ma jeunesse ici, hein, jusqu'à l'âge de 8 ans. J'étais un petit peu, vous voyez, c'est un cadre merveilleux. Hein. Avec mes sœurs, on montait dans les arbres, on faisait des trucs formidables et tout. Pour moi, c'est un cadre de liberté exceptionnel, hein, avec la chasse, les chevaux, les animaux, on allait jouer à la ferme. Bon, voilà, ça a toujours été pour moi la passion, hein, d'être dans un cadre naturel comme ici. Pour moi, c'était le bonheur complet. Oui, vous n'aviez pas d'autres frères, il n'y avait donc pas d'injonction. Est-ce qu'il y avait une injonction du père à reprendre? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que mon père était un homme public, il a passé sa vie à s'occuper des autres. Hein. Il a été très occupé, moi je l'ai toujours vu très occupé par la mairie, par le conseil général, par le syndicat, par la coopérative. Il a passé sa vie à s'occuper des autres. Hein. Bon, et il n'avait pas trop le temps de s'occuper de son fils. Hein. et par ailleurs, j'avais trois sœurs, hein. Donc pas d'autres garçons avec qui m'amuser, si ce n'est avec mes cousins, qui venaient régulièrement, que mes parents invitaient régulièrement l'été, hein, pour que leur rejeton ne soit pas tout seul à faire des bêtises ici, dans la campagne. Voilà. Alors, pour en revenir à votre implication dans le village de Bollon, est-ce que c'est une question qu'on pose à tous les habitants? Est-ce que vous avez vu un petit peu comment vous avez perçu vous l'évolution du village? Est-ce que vous avez senti que ça a beaucoup changé? Est-ce qu'il y a peu de changements? Est-ce que globalement les choses suivent leur cours? Ou est-ce que vous avez des choses qui vous ont marqué dans cette évolution de Bollon? Ah bah ça a été une évolution foudroyante, hein, des années 50 aux années 90. Hein. Il faut bien reconnaître que tout de suite après la guerre, le village était essentiellement rural. Hein. Il y avait un nombre d'exploitations considérable, puisque dans les années 60, la surface moyenne de l'exploitation, c'était 7 hectares 80. Hein. Et il y avait... 160 en 1960, il y avait encore 160 exploitants. Donc, 50 ans après, il en reste 15, à peine, je crois. Hein.
il reste 10 ou 15 exploitants, hein, et la moyenne d'exploitation doit être autour de 50 hectares. Hein, voilà. Donc, c'était, dans les années 60, c'était une économie, l'économie agricole de Boulon, c'est une économie de subsistance. Hein. Les gens arrivaient à vivre de leur métier. Les exploitations étaient toutes petites, et pour survivre, d'abord, dans chaque exploitation, il y avait généralement 2 ou 3 générations qui se côtoyaient, hein, vivaient sous le même toit, c'était assez difficile. Et d'autre part, pour survivre, on produisait tout, c'est-à-dire qu'on avait un cheval pour la traction, on avait des vaches, quelques vaches, 2, 3, 4, 5, 6 vaches, hein, pour avoir du beurre, des veaux qui produisaient de la viande, et puis avec le produit des vaches, on nourrissait les cochons, hein, qui lui fournissaient la viande. Bon, voilà, ça c'était le principe de base. Donc, pour nourrir tout ce monde-là, on faisait de la polyculture. Il fallait faire un peu d'avoine pour nourrir le cheval. On faisait un peu de blé que l'on échangeait chez le boulanger pour, je crois que c'était pour 100 kilos de blé. Pour un sac de 100 kg de blé, on avait le droit à 100 kg de pain, ou je ne sais pas exactement le nombre, mais on faisait l'échange. Hein. Et puis, on avait de la viande avec le cochon, hein, et le surplus de la production, c'était du lait ou du beurre que l'on vendait au marché, hein, et des petits cochons que l'on vendait à la foire quand la truie avait donné naissance à 7, 8, 9, 10 petits cochons. Donc on en gardait 1 ou 2 pour la consommation personnelle et le reste on vendait. Donc c'était une économie complètement fermée. Et alors, que faisaient les gens? Alors ça c'est une chose intéressante. C'est que l'hiver, les exploitants n'avaient pas grand-chose à faire. Hein. Ils tournaient un peu en rond, hein, les vaches, c'était 5-6 vaches à nourrir, il n'y avait pas de culture à faire, on ne faisait rien, hein, si ce n'est d'aller chercher les choux le matin, hein, parce qu'on allait chercher les choux, parce que l'exploitation agricole était un peu de blé, un peu de blé pour avoir du pain, un peu d'orge pour nourrir les bêtes, et un peu d'avoine pour nourrir le cheval. Hein. Bon. Pour nourrir les vaches, eh bien, la surface était très petite, donc on est obligé de faire la culture intensive. Donc on faisait un peu de betterave et un peu de choux pour permettre d'avoir une alimentation l'hiver, car on n'avait pas de surface suffisamment grande pour nourrir avec du foin. Hein, voilà qui était le principe. Bon. Et l'hiver, eh ben, les hommes allaient chercher les choux le matin, un jour ou deux, pour 1 ou 2 jours, je ne sais pas. Hein, tous les jours, puis le reste du temps, il n'y avait pas grand-chose à faire. Alors, ils n'avaient pas grand-chose à faire, et du coup, ils venaient travailler en forêt. Parce que la forêt faisait partie de l'économie rurale de l'époque. Nous sommes en Bretagne, hein, et nous n'avons pas de combustible. Nous n'avons pas de charbon en Bretagne. Bon. Et la République n'avait pas, en souvenir de la guerre de Vendée, la République n'a jamais favorisé le développement économique de la Bretagne. Donc, aussi bien en matière d'électrification qu'en matière de voies de chemin de fer ou de routes nationales, la Bretagne a toujours été une région très pénalisée. Hein, jusqu'à ce que De Gaulle lance le grand plan routier breton. Bon. Il faut savoir qu'en 1960, mon père, hein, qui a été maire depuis 1935, a terminé l'électrification de la commune de Boulon. Hein, en 1960. Hein. Jusqu'en 1960, il y avait des maisons qui n'avaient pas l'électricité. Hein. On a terminé l'électrification de la commune de Boulon. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il n'y avait pas de source d'énergie. Et pour vivre dans ces petites fermes qui n'avaient pas de bois, autre que les arbres qu'on émondait régulièrement tous les 9 années, hein, sur les talus, pour faire bouillir la marmite, il n'y avait pas de bois. Et alors, qu'est-ce qu'on faisait? Bien, les hommes allaient, pendant l'hiver, travailler en forêt et faisaient du bois. Ils faisaient du bois de taillis, hein, lequel bois permettait de se chauffer et de faire bouillir la marmite. Il y avait, dans toutes les fermes, il y avait
généralement toute la journée un chaudron dans la cheminée, dans lequel on faisait cuire les pommes de terre qui servaient à la maison et à la fois pour engraisser les cochons. Voilà. Donc l'hiver, les hommes allaient faire du bois en forêt. Il y avait 30 ou 40 hommes qui faisaient chacun des cordes de bois en forêt. Alors, ils faisaient des cordes de bois et ils faisaient du taillis, des fagots. Pourquoi faire des fagots? Parce qu'il fallait bien alimenter le four du boulanger. On était en économie d'échange. Hein. Il fallait alimenter le four du boulanger. Il y avait 2 ou 3 boulangers à Boulogne. Hein, et tous les jours, il leur fallait, je ne sais pas combien, pour chauffer leur four, il leur fallait 10 ou 15 fagots. Donc, ces hommes qui venaient pour faire du bois en forêt, ça les occupait, d'abord, pendant l'hiver. Ils faisaient du bois que l'on vendait en partie ils en prenaient, et puis ils laissaient l'autre partie sur place, et puis ils faisaient les fagots. Et ces fagots, ils en faisaient entre 2 et 3 000 tout l'hiver. Alors, vous voyez, c'était assez amusant parce qu'on était en économie d'échange. Et les fagots, vous allez dire, mais 3000 fagots, comment ils arrivaient chez le boulanger? Eh bien, ils arrivaient le boulanger de la manière suivante. C'est que la forêt était, comme je vous dis, était une source d'approvisionnement pour la campagne. Donc, le bois l'hiver et l'automne. Et l'automne, on faisait ce qu'on appelait la fanoche, c'est-à-dire on récoltait en forêt la lande et la bruyère. On coupait la lande et la bruyère, on coupait les fougères, on ramassait la molinie et on coupait la lande pour servir de litière pour les vaches. Parce que les exploitations étant très petites, on avait très peu de paille. Et pour nettoyer les étables, eh bien, pour récupérer les déjections des animaux, il fallait soit de la paille, soit de la bruyère. Donc on coupait la bruyère. Et on était en économie d'échange, donc les gens qui avaient fait du bois pendant l'hiver avaient, pendant l'été à l'automne, le droit de ramasser de la brande et de la bruyère en forêt. Hein. La brande et la bruyère s'étaient coupées tous les 3 ans. Donc il y avait un garde ici qui répartissait les carrés de lande et de bruyère à couper. Hein, en fonction de l'importance de la ferme. Si vous aviez une ferme importante, vous aviez le droit à 3 ou 4 charrettes de lande. Si vous aviez une toute petite ferme, vous aviez le droit à une charrette de lande. Bon. Eh bien, ces charrettes de lande, on ne les faisait pas payer. On ne les faisait pas payer, mais pour une charrette de lande emportée, tu monteras au bourg une charrette de fagots. Et c'est comme ça que les fagots sortaient de la forêt et se trouvaient amenés chez le boulanger pour faire son pain pendant l'année. Voilà. Je reviens sur un mot que vous avez employé souvent, l'économie de subsistance. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu une rupture, je pense, entre l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, et puis les années, on va dire, 60-70, parce que je pense que les gens ne travaillaient pas gratuitement, ou au moins, comment ils pouvaient vivre, les paysans? Est-ce qu'ils vendaient le travail de leur ferme? Est-ce qu'ils se sont montés en coopérative dans les années 60? Il y avait des coopératives. Donc, est-ce qu'ils vendaient leurs produits à la coopérative? Quels étaient leurs rapports avec vous parce que c'est vous qui possédiez donc vous leur vendiez le bois, c'était un échange? Non, je dis économie de subsistance parce que les exploitations étant très petites, ils avaient très peu de choses à vendre. Hein. Ils arrivaient tout juste à survivre. Hein. Le peu de produits agricoles qu'ils vendaient, ça leur permettait de faire quelques économies, soit pour les fêtes familiales, soit pour l'entretien de la maison. Mais voilà. Hein. Et ça a duré jusqu'à quelle époque à peu près? Ça a duré jusque dans les années 70, hein, 60-70, quand la France ayant fini de se reconstruire après les années de guerre, hein, on a soudain créé des industries qui ont permis d'embaucher les jeunes qui revenaient sur les exploitations familiales avec des salaires, donc de l'argent qui arrivait régulièrement tous les mois. Alors qu'avant,
Non, c'était pas, c'est pas terrible. C'était les gens survivaient, hein, c'est tout. Hein. Voilà, compte tenu de la taille infime des exploitations familiales. Parce que 3 générations sur une maison, dans une maison, quand vous aviez 8 hectares de culture avec un cheval, 5 vaches, un cochon et 25 poulets, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas faire... voilà. Hein. Et vous avez senti cette différence après, une fois qu'il y a eu l'industrialisation de la France? Absolument. Alors, le grand tournant, effectivement, pour la région, hein, ça a été l'arrivée de Citroën à Rennes. L'arrivée de Citroën à Rennes, qui, d'un seul coup, a embauché, enfin, très rapidement, ils sont arrivés à 5000 ouvriers, puisque Citroën a fermé ses usines du quai de Javel à Paris, hein, et ils ont transformé, ils ont installé leur chaîne de montage à Rennes, et très vite, ils ont embauché 5000 personnes. Alors, 5000 personnes qui faisaient les 3-8, voilà, et qui étaient ramassées dans les communes, hein, par un système de cars. Les gens n'y allaient pas, ils étaient ramassés par les communes. Hein. Tout de suite, hein, ça a donné un essor considérable et ça a donné du pouvoir d'achat dans ces exploitations. Alors, les jeunes sont tous partis, hein, et 90% des jeunes sont partis. Sont restés quelques-uns qui étaient très attachés à ce mode de vie, hein, et qui ont monté des exploitations plus modernes et qui étaient insérés dans le circuit économique. Hein. Donc, qui participaient, ces nouvelles exploitations, participaient à la vie économique et aux échanges, hein, aux échanges culturels. Du coup, vos rapports personnels à la population ont bougé aussi à ce moment-là. Non, moi c'était très différent, je n'étais plus là. Hein. Vous voyez, j'ai fait mes études à Paris, j'ai fait mes études après à l'École supérieure d'agriculture d'Angers, j'ai été faire des stages agricoles dans différents coins de France, hein. Et puis après, je suis parti dans le centre de la France, hein, pour m'occuper d'exploitation de grandes cultures, hein, où ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait d'ici. Hein. Ce qui veut dire que quand vous êtes revenu vous installer sur Bollon, le nouveau système était installé, quoi. Le nouveau système était quasiment installé, pas encore complètement, mais la mutation, le gros de la mutation s'était faite, hein, et les gens étaient passés d'un système d'économie de subsistance à une économie de marché. Hein. C'est-à-dire que voilà, donc ils avaient, ils étaient, bon, les laiteries ramasser le lait, hein. Bon, voilà, hein. Alors qu'avant, il y avait pas on ramassait pas le lait. Le lait produit dans chaque exploitation était suffisant pour vivre, et le surplus était vendu sous forme de mode de beurre. Hein. Bon, ça n'allait pas loin. Hein. On vendait, je ne sais pas, les gens les plus dynamiques allaient à Rennes le samedi au marché des Lys pour vendre 3 douzaines d'œufs et 2 modes de beurre, et les autres, ils vendaient ça localement. Hein. Votre métier, quand vous habitiez le centre de la France, oui. Qu'est-ce que vous faisiez? Moi, j'étais conseiller agricole pour le développement des exploitations, mais c'était des exploitations de grande culture qui faisaient 150 hectares en moyenne, hein, et qui faisaient des cultures industrielles, c'est-à-dire des betteraves sucrières, du maïs semence, du blé, du colza, choses comme ça. Voilà. Mais ça n'avait rien à voir, si vous voulez. Entre là où j'étais, dans le centre de la France, hein, et ici, d'un côté c'était le Moyen-Âge, de l'autre côté c'était le XXe siècle. Je voulais vous en parler un peu. Ça n'avait rien de comparable. Voilà, cette différence-là, justement, donc vous avez participé finalement à la politique agricole de la France et de l'Europe, même, on peut dire ça, oui. dans son industrialisation. Oui, absolument. Oui, moi j'avais fait 4 ans d'études supérieures en agriculture. Hein. On avait appris tous les aspects de l'agriculture moderne. Moi, j'étais passionné. On faisait des programmations linéaires pour les exploitants. On développait la comptabilité analytique et ainsi de suite dans les exploitations agricoles là-bas. C'était absolument passionnant. C'était très bien. Hein. J'étais adossé à un centre de gestion, hein, d'économie rurale, hein, avec qui on travaillait. Donc, voilà, c'était intéressant, mais ça n'avait rien à voir avec l'agriculture actuelle d'ici, hein, qui sortait du Moyen-Âge et qui essayait de survivre en s'adaptant, hein, aux conditions locales. Hein.
Voilà. Et quand vous êtes revenu ici, vous avez finalement, d'une certaine manière, réadopté cette espèce de mode de vie? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que pour... comment je vais dire? Bon, moi bon, après 8 ans là-bas, j'étais passionné par le système des grandes cultures, hein, pour l'agriculture industrielle, adossée à des industries de transformation puissantes et importantes. Ici, c'était une agriculture familiale basée sur le travail. Le travail des gens, c'est-à-dire que c'était l'agriculture d'élevage, basée sur l'élevage d'abord, hein, et sur le travail des gens, de l'ensemble de la famille. L'économie agricole locale ne pouvait survivre que si toute la famille s'y mettait. Hein. Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère. C'est encore un peu vrai aujourd'hui, hein, dans leur système de GAEC actuel. Hein. Moi, je vois les GAEC les exploitations qui m'entourent, ben, ça marche parce qu'il y a 2 générations qui travaillent ensemble sur l'exploitation quasiment gratuitement. Hein. Bon. Et donc j'étais basé sur l'élevage bovin, et l'assujettissement de la traite. Parce qu'il faut bien dire, c'est un esclavage. Hein. La traite, l'élevage laitière, c'est un esclavage 365 jours par an et 2 fois par jour. Hein. Bon, moi, ce genre de truc ne m'intéressait pas du tout. Voilà. C'est pour ça que vous êtes... Donc région d'élevage, hein, parce que les terres ne sont pas assez saines pour faire la grande culture, ou tout au moins le morcellement de l'époque ne permettait pas de faire la grande culture. Donc région d'élevage, hein, culture de l'herbe, que l'on veuille ou non, hein, et donc il faut passer impérativement par des animaux. Bon, il n'était pas question de faire des chevaux, puisque l'élevage du cheval était en complète perte de vitesse. Hein. Donc, vers quoi s'orienter? L'élevage bovin de viande bovine en plein air, je l'avais vu et je l'avais vécu dans le centre de la France, hein, ces grandes exploitations du Bourbonnais, hein, la région d'élevage du Charolais. Ben, il faut avoir 150 hectares, hein, c'est l'élevage extensif. Bon, pas question d'en faire ici. Le seul moyen donc de valoriser l'herbe sans être esclave de ces animaux, c'était de faire du mouton. Donc voilà, donc c'est un peu par déduction logique que je suis arrivé à faire du mouton. Et le mouton à l'époque, le marché commun n'était pas encore complètement installé. Le mouton à l'époque était une spéculation intéressante. Les Anglais n'étant pas rentrés dans le marché commun avec leur prix d'importation catastrophique de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Hein. Donc ça présentait un intérêt économique. Voilà. C'était en quelle année ça? Les années 72. Je revenais dans les années 72. Et vous avez eu du mouton jusqu'à quelle époque à peu près ici? Alors, des moutons, j'ai fait des moutons, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait des moutons jusque dans les années 90. Hein. Dans les années 85, ou je ne sais plus exactement, peut-être 80, à mon atelier de moutons, j'ai rajouté un atelier de taurillon, hein, 25 taurillons. Et puis là-dessus est arrivé l'atelier de taurillon. Donc, ça a duré 5-6 ans. Et on a eu l'instauration des quotas laitiers. Alors, l'instauration des quotas laitiers, ça a été une catastrophe pour le marché de la viande bovine, qui s'est effondré de 30% d'un seul coup, en l'espace de 18 mois, du fait de l'afflux soudain d'animaux de réforme dans les abattoirs. Bon, voilà. Donc, l'atelier Taurillon, on a fermé avec la faillite du groupement d'agriculteurs auquel je faisais partie, hein, le dépôt de bilan. On a arrêté l'atelier de Taurillon au bout de 5 ans. Et puis mes enfants étant élevés, les besoins de revenus de la famille étant moins importants, je me suis fait plaisir. J'ai arrêté les moutons et j'ai progressivement acheté des juments poulinières.
Et j'ai donc élevé des chevaux de sport et des chevaux de course pendant des années, à partir des années 90. Voilà. Moi, il y a quelque chose sur lequel je voudrais vous interroger, c'est sur les rapports de votre famille, c'est-à-dire les deux piogers, Oui. Ce qui n'est pas rien pour un Oui. village comme Bollon, hein. Vos rapports avec les habitants de Bollon aujourd'hui, Oui. ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont devenus. Alors, je vous disais, mon père a été très impliqué dans la vie de village, hein. Il a été maire pendant 35 ans, hein, et il a été maire pendant toute la période difficile de la guerre et de l'après-guerre, hein. J'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il a passé, on va dire, les 4/5 de sa vie à s'occuper des autres, hein. Soit il s'occupait de sa mairie, soit il s'occupait du canton, soit il s'occupait des agriculteurs en général parce qu'il a été un des cofondateurs de la coopérative départementale de céréales de l'île-et-Vilaine, hein. Donc il a installé un petit dépôt de la coopérative à Bollon, quand il a vu que le niveau de vie des exploitants augmentait et que, outre la production de céréales qu'ils faisaient pour eux, ils en avaient un petit peu plus et qu'ils allaient commencer à en vendre. Donc il fallait le vendre, il fallait avoir un moyen, un débouché. Donc il a créé un petit dépôt de coopérative à Bollon où on achetait des engrais qui étaient à la disposition des agriculteurs. Il faut savoir que les gens n'avaient qu'un cheval, hein. Par exploitation, on n'avait qu'un cheval. Donc on allait au maximum dans un rayon de 15 km. Hein. 15 km, c'est quoi? C'est la distance qu'on peut parcourir dans la journée avec une charrette, hein. 5 km à l'heure, donc 3 heures pour aller, 3 heures pour revenir, plus la temps de pause, ça fait 4 heures, ça fait la journée, on ne va pas plus loin, hein. Il faut, quand on parle le matin, un peu comme nous, les bêtes, hein. Bon. Donc, on avait ces exploitants n'avaient pas possibilité d'aller à l'extérieur, donc il fallait leur apporter le progrès sur place, hein. Donc, le dépôt de la coopérative, c'était très important parce que là, on avait des produits agricoles qui permettaient, hein, d'augmenter les rendements, hein, d'utiliser les techniques modernes de fertilisation et ainsi de suite. Donc, augmenter les rendements, ça veut dire qu'on a l'avantage de produire à la vente, mais ces produits, il ne suffit pas de les produire, il faut les vendre, hein. Et pour les vendre, il faut un échelon intermédiaire. Alors, soit c'est un commerçant, soit c'est un système coopératif, hein, qui limite les frais et qui essaye de restituer aux producteurs la marge la plus importante, hein. Donc mon père a été pendant 35 ans très très impliqué, je dis, dans la ville locale. Et eh bien, ça nuit un petit peu, si vous voulez, au développement économique de la propriété, en ce sens que, par exemple, en forêt, eh bien, on en est resté au système traditionnel de l'exploitation du taillis, au lieu d'installer des peuplements modernes, hein, qui permettaient d'avoir une meilleure valorisation. Je m'explique, hein. La forêt ici fait 250 hectares, hein, et elle était traditionnellement, hein, depuis l'origine, depuis que ma famille est installée ici, divisée en 25 parcelles de 10 hectares, hein, qui étaient coupées à tour de rôle tous les ans. Donc, tous les ans, il y avait 10 hectares de forêt qui étaient coupés pour faire ou du bois de feu, ou des fagots, ou de la lande. Bon, c'est très bien, hein. Ça permet aux gens de trouver sur place ce dont ils ont besoin, hein, pour survivre, pour leurs exploitations, etc. Mais vous ne capitalisez pas en matière forestière. Et en matière forestière, si on coupe les arbres tous les 25 ans, on n'a pas de beaux arbres. Donc, le système était le système du taillis. Mais, bon, mon père l'a accepté, hein, il l'a fait parce que ça faisait partie de sa manière de voir, hein. Bon. À partir des années 60, l'exode rural a fait que on n'avait plus personne pour faire le taillis.
Les boulangers ont dit, mais vos histoires de fagots, c'est complètement dépassé. Hein. Moi, j'ai plus de main-d'œuvre pour alimenter mon four 2 heures avant la fournée de pain. Hein. J'ai plus de marmiton et de suite. Je vais passer au four à gasoil. Donc, vos fagots, vous les gardez, ça ne m'intéresse plus. Hein. Bon. Et la fanoche, la lande et la bruyère, plus personne ne venait la couper. Parce qu'il n'y a plus personne pour faire les énormes charrettes, là, qui sortaient de la forêt au mois de septembre. Donc, on a pu faire la sylviculture. Et mon père a fait un programme de reboisement de 40 hectares, hein, avec des essences de pins maritimes. On a semé des pins maritimes, on a planté des douglas, on a planté des sitkas. Donc la physionomie de la forêt a changé complètement et on est rentré dans la sylviculture traditionnelle avec la production d'arbres à destination de l'industrie ou de la papeterie, ce qu'on ne faisait plus, ce qu'on ne faisait pas ici autrefois. La destination de la forêt ici était uniquement le fagot et le bois de feu. Alors, quand il y avait un peu d'excédent de bois de feu, quand les parcelles de taillis étaient un peu plus riches, on faisait du charbon de bois. Hein, mais le charbon de bois, on le vendait à Rennes. Voilà. Donc, je reviens. Hein. Mon père a été, pendant toute sa vie ici, très, très impliqué dans toute la vie économique et sociale. Bon. Quand je suis revenu ici, si vous voulez, la population avait besoin de souffler. Ils avaient besoin de souffler, ils avaient besoin de changer de tête. Hein. Il y en avait qui trouvaient ça pesant d'avoir eu la même personne pendant 35 ans à la tête de la commune, hein, et que vous le vouliez ou non, quand vous avez l'habitude des affaires, vous devenez obligatoirement un petit peu autoritaire, voilà. Et il faut bien reconnaître que mon père était un homme autoritaire qui savait défendre ses idées, hein, et qui aimait bien les imposer. Bon. Et donc, quand je suis venu ici, non, j'ai absolument pas voulu m'occuper des choses publiques. Hein. D'ailleurs, ça n'aurait pas été souhaité. Et ça n'aurait pas été souhaité, les gens ne le souhaitaient pas, d'une part. Et d'autre part, m'insérer dans la vie économique rurale, je faisais tout autre chose. Le mouton n'était pas une spéculation connue des gens ici, et ils m'ont regardé comme un étranger qui arrive, qui débarque. Il fait un truc bizarre, on le regarde, c'est bien, après tout, pourquoi pas, mais c'est pas notre monde. Voilà. Et aujourd'hui, vous gardez cette distance avec la population et le village ou... Non, moi je m'entends très bien. Alors, j'ai repris contact de manière indirecte avec toute la population journellement par l'intermédiaire de la forêt. Hein, parce que c'est assez amusant. Donc, des années 60 aux années 90, plus personne ne s'est intéressé au bois. Plus personne. Pourquoi ? Parce que le fioul était vendu à des prix défiant toute concurrence. Hein, et les gens ne se sont... n'ont plus besoin de bois pour se chauffer. Ça ne rentrait plus dans l'économie agricole traditionnelle. Bon, on avait le fioul, c'était formidable. Hein, et c'était pas cher. Bon. Et puis, est arrivé la crise du pétrole, premier choc pétrolier. Hein, et le prix du pétrole a du jour au lendemain doublé, et ainsi de suite. Et les anciens, entre parenthèses, qui ont pris la retraite à partir de 70 ans. Ils n'ont pas tous pris la retraite à 60 ans, ils ont pris la retraite à 65, 70 ans. Puis rester sur place, il fallait bien les occuper. Bon, ils se sont dit, on irait bien en forêt faire un peu de bois. Alors, ils sont revenus progressivement en forêt en me demandant, on ferait bien un peu de bois, simplement pour chauffer, parce que leur membrement étant passé entre-temps, on a rasé 50 km de talus sur la commune, et les chaînes de talus qui servaient de combustible n'étaient plus là. Donc il a fallu les compenser. Et on est revenu, les anciens, entre parenthèses, sont venus en forêt progressivement pour faire du bois. Et maintenant, depuis 20 ans, j'ai de nouveau entre 20 et 30 personnes
qui reviennent, qui me demandent de refaire du bois en forêt tous les ans. Donc, moi, je suis ravi. Hein, ça me permet de revoir les gens de ma génération maintenant, hein, qui viennent pour s'occuper, hein, pour passer le temps, pour garder la main, hein, qui reviennent en forêt refaire du bois pour eux, pour se chauffer simplement. Ah bah oui, moi, mon attachement à la forêt, moi je suis un forestier dans l'âme. Hein. Je suis un forestier dans l'âme, mais alors c'est très difficile parce que ça m'amuse beaucoup. J'ai eu des responsabilités départementales, hein, et nationales au point de vue forestier, hein, dans le monde de la forêt. Hein. Et à mes collègues qui ont tous mon âge ou qui sont même plus âgés, hein, je leur dis, vous savez, il faut penser la forêt que l'on plante aujourd'hui, il faut la penser dans 30 ans et c'est très compliqué. Parce que la forêt suit exactement la même évolution que le monde agricole avec 20 ans de retard. Hein. Je m'exprime. Hein, l'agriculture, c'est industrialisé, c'est mécanisé, c'est rationalisé, hein, et c'est ouvert aux lois du marché dans les années 60-70. Hein, voilà. Hein. Les chevaux ont disparu à partir des années 70, on a remplacé par les tracteurs. Hein, et puis les moissonneuses-batteuses et ainsi de suite sont arrivés dans les années 70-80. Hein, et on a industrialisé l'agriculture. Bon. Et voilà. Bon, eh bien, la forêt, c'est la même chose. Hein. On a aujourd'hui, à la suite de la grande tempête de 99, hein, la forêt française a été confrontée à l'obligation d'exploiter en l'espace de 18 mois, 2 ans, 5 millions de mètres cubes de bois, hein, où on l'exploitait, on le laissait pourrir sur place. Alors vous me dites, un arbre qui tombe par terre, il n'y a pas urgence à l'exploiter en 18 mois, 2 ans. Si. Un arbre qui est par terre, hein, où les sèves ne circulent plus, en 18 mois, 2 ans, les insectes et les champignons rentrent à cœur et pourrissent. Hein, entament le processus de décomposition. Alors, processus de décomposition, l'arbre ne va pas être décomposé, transformé en cendre dans l'espace de 18 mois, 2 ans. Mais les insectes pénètrent à l'intérieur et les champignons et les bactéries l'attaquent, qui fait qu'il est impropre à la consommation. Donc, la forêt française a été confrontée à l'obligation d'exploiter un volume de bois considérable dans un temps très court. Et comment faire ? Eh bien, on s'est tourné vers les gens qui avaient déjà fait cette mutation, c'est-à-dire on s'est tourné vers les Canadiens et les Suédois. On a dit, comment faites-vous ? Hein ? Parce que pour exploiter ces volumes de bois considérables dans des pays où vous êtes très peu nombreux. Bon. Eh bien, ils nous ont dit, nous, on a l'expérience, on a mécanisé l'exploitation, le débardage, la transformation, l'assiage de nos forêts. Et on a donc importé, contraint et forcé, hein, on a donc importé leurs outils d'abattage, de débardage et de transformation qu'ils avaient. Bon. Et du coup, du jour au lendemain, si vous voulez, on est rentré, hein, dans l'exploitation traditionnelle faite de bûcherons qui, avec leur tronçonneuse ou leur scie, exploitaient les arbres à la main, hein, aux têtes abatteuses et brancheuses, débardeuses, déligneuses, hein, automatiques, qui sont arrivées du Canada et de Suède, et qui ont un rendement multiplié par 100 par rapport à un bûcheron. Dans la forêt aujourd'hui à Bollon, la forêt de la Musse, on trouve quoi à peu près comme animaux aujourd'hui ? Alors, vous trouvez, là aussi tout est changé. On trouve, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a essentiellement des chevreuils. Hein, il y a essentiellement des chevreuils et des sangliers. Hein, voilà.
Voilà. Des chevreuils qui sont en nombre important. Pourquoi? Parce que a établi le plan de chasse. Hein. Un plan de chasse a été établi par la Fédération des chasseurs, hein, premièrement. Et puis d'autre part, une augmentation considérable de la population de sangliers. Pourquoi? Parce que le maïs, qui était une plante qui était inconnue ici dans les années 70, hein, s'est développé et c'est le garde-manger des sangliers. Hein, voilà. D'accord. Et aujourd'hui, c'est régulé, il y a des chasses, c'est régulé. Comment vous régulez la population Ah ben, on a un plan de chasse. On a un plan de chasse qui est défini par la Fédération des chasseurs. Hein, et voilà, bon ben, on chasse les animaux. On est tenu de les faire parce que si on les fait pas, qu'est-ce que je veux dire, on va être contraint de faire des abattages, des chasses administratives. Donc plutôt que ce soit le lieutenant de louveterie qui tue les animaux, il faut mieux qu'on les tue nous-mêmes. Hein, voilà. on les tue de manière à éviter qu'il y ait des accroissements trop importants. Mais je veux dire que on a un peu d'incompréhension de la part de la Fédération des chasseurs, parce que la Fédération des chasseurs considère que la commune, c'est un territoire qui fait une unicité et qu'il faut répartir également dans la commune le nombre d'animaux qui s'y trouvent. Alors, les sangliers, les chevreuils sont traditionnellement, hein, des animaux des bois. Hein. Bon, effectivement, ils débordent sur l'extérieur. Bon, moi, je ne vois pas l'inconvénient, hein, qu'ils débordent sur l'extérieur. Mais c'est quand même le fond et le noyau, c'est quand même le massif forestier. Bon. Alors, vouloir répartir, hein, la population qui se trouve dans la commune, dont 80% se situe en forêt, la partirait pas équitablement, mais enfin un peu, que tout le monde en profite. Nous, ça nous limite. Ça nous limite parce que on se retrouve par moments avec des populations, des quantités d'animaux beaucoup trop importantes. Et en particulier en chevreuil, parce que en chevreuil, quand on fait du reboisement, eh bien les chevreuils sont très friands des jeunes plants qu'on installe. Hein. Pourquoi? Parce que c'est des plants qui sortent de pépinière, qui sont très vigoureux, mais qui sont très, très riches en éléments fertilisants, hein, beaucoup plus riches que les animaux, les plants qui se régénèrent sur place, hein, puisque la forêt, c'est un terrain pauvre. Hein. Voilà. Vous voyez comment la forêt dans 50 ans ici? Quel avenir vous lui voyez? C'est difficile à dire. Hein. C'est difficile à dire parce que, de toute manière, il se dessine deux orientations très différentes en matière forestière. Hein. Il y a les gens qui s'insèrent dans le circuit économique, hein, donc qui ont... pour être inséré dans le circuit économique actuel, si vous voulez, il faut voir comment tourne l'industrie. Parce que c'est nos acheteurs qui commandent, c'est pas nous qui commandons. Faire un produit qui est invendable, ça ne sert à rien. Bon. Il faut donc faire des produits que l'industrie est capable d'acheter et de valoriser ou de transformer. Bon. Alors, il y a des quantités qui sont... Il y a des chiffres qui sont incontournables. Hein. Premièrement, un grumier. Le camion qui va venir prendre vos arbres. Aujourd'hui, il fait 50 mètres cubes. Bon. Ça veut dire qu'en dessous de 50 mètres cubes, hein, il ne faut pas taper, oui, tapez pas. En dessous de 50 mètres cubes, si vous avez 4 beaux arbres, aussi beaux soient-ils, ça n'intéressera personne. Parce que le sieur, la scierie industrielle, susceptible d'utiliser vos arbres. Il n'y a plus de scierie locale. Il y en a une à Gauvin, c'est une chance, mais après lui, bon. Autrefois, il y avait une scierie dans chaque village. Hein. Ça n'existe plus. Hein. Bon. Maintenant, il y a 1 ou 2 sieurs industriels par département. Hein. En Ille-et-Vilaine, il n'y a plus de sieurs de chêne. S'il y en a un à Fougères. C'est la limite de la Normandie, hein, parce qu'il peut s'approvisionner en Normandie. Mais si vous vendez des chênes ici, moi, depuis 20 ans, je vends des chênes quasiment tous les ans, ils ne sont jamais sciés en Ille-et-Vilaine. Il n'y a plus de sieurs en Ille-et-Vilaine. Donc, c'est un grumier qui viendra de 100 ou 150 km.
Lui, il veut remplir son camion. Son camion, c'est 50 mètres cubes. Bon. Mais un camion, si vraiment vous avez 25 beaux arbres, il viendra. Hein. Mais enfin, a priori, il ne s'intéresse pas parce qu'il faut repérer les lieux, expliquer au chauffeur où aller, voir où il peut tourner, voir une place de dépôt pour charger sans empêcher les gens de circuler sur la route. Bon, on est tout un contexte. Hein. Bon. Donc, en dessous de 200 mètres cubes, hein, ça fait 5 camions. Hein. Ça n'intéressera pas beaucoup de l'acheteurs. Bon. Alors, premier facteur. Deuxième facteur, l'abattage. Une tête abatteuse. Oui, mais une tête abatteuse abat 100 mètres cubes par jour. Bon. Pour déplacer une tête abatteuse, il faut un semis et un remorque. Bon, le type qui vient de 100 ou 150 km, il paye le transporteur, déjà, 200 € pour transporter sa tête abatteuse. Bon. Pour la valoriser, il ne va pas l'installer chez vous pour une demi-journée ou une journée. Il faut qu'il ait 2, 3, 4 jours de travail. Bon. Et puis, le produit qui sortira, si vous faites des pains, il va sortir au moins 3 types de produits. Il va sortir les grosses billes, avec lesquelles il va faire du sciage, des planches, du parquet, du lambris, ce que vous voulez. Bon. Ensuite, les bouts intermédiaires, jusqu'à 40 cm. Hein, il va faire des pièces de charpente. Et puis, les tout petits bouts, ça sera la papeterie. Donc, vos pains vont sortir en 3 destinations différentes. Bon. Et toujours le même problème. Hein, le papetier, lui, ce qui l'intéresse, il ne va pas déplacer. La papeterie, la plus proche, c'est Rouen. Bon. Il ne va pas déplacer un camion pour venir chercher 20 mètres cubes de rondins pour alimenter sa papeterie. Ça n'intéresse pas. La papeterie, elle prend 1000 mètres cubes de rondins par jour. 20 rondins, ça n'intéresse pas. L'homme qui fait la charpente industrielle du lamellé-collé, mais ça dans ce qu'on appelle des canters, des bandes de sciage automatiques qui sortent les trucs en 15 cm, 20 cm, 12 cm, 13 cm en fonction des bouts qui collent et qui raboutent. Lui non plus. Il ne va pas faire venir un camion pour... Et chaque chose. Donc, on retombe toujours à l'unité de base, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, de 200 mètres cubes. Si vous n'avez pas une exploitation de moins de 200 mètres cubes, monsieur, ils sont très beaux, vos arbres. Oui, ils sont très beaux, mais ça ne nous intéresse pas. Alors, on repart dans le même système que l'agriculture d'il y a 50 ans. Que vont faire tous ces petits propriétaires forestiers qui ont 1 hectare, 1 hectare et demi ? Leur seule solution, c'est de se regrouper pour vendre collectivement à un industriel quel qu'il soit. Mais ça, c'est une mentalité à faire évoluer. Car le propriétaire forestier de 1 hectare et demi ou 2 hectares ou 3 hectares, forêt, ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas la culture sylvicole. Hein. Lui il dit, j'ai récupéré ces pins de mon père, oui, j'ai toujours vu ça. Ils sont en train de tomber, il faut les vendre. Oui, je les vends, puis après, terminé. Hein. Alors, qui est intéressé par là? Où est-ce que je peux les vendre? Bon, voilà. Mais il n'a pas cette mentalité de sylviculteur, car il faut savoir que le sylviculteur plante pour 2 générations plus loin. Voilà. Moi, je viens d'abattre les chênes qui sont là-haut. Hein. Il était planté avant que mon grand-père ait acheté la propriété. Hein. Il avait 150 ans, 160 ans. Bon, je vais replanter des chênes, bien sûr. Mais voilà. Donc vous n'êtes pas très optimiste, en fait, pour l'avenir de la sylviculture, apparemment. Si. Mais voilà, il y aura 2 types de sylviculture. Incontestablement, il y aura toute une partie qui fera partie du décor. Hein, on verra les arbres, mais ils dépérissent, ils s'abîment, et voilà, on retombe à la forêt primaire. Il y a les gens qui accepteront de se regrouper pour exploiter leur bois, pour les vendre en commun. Alors, les syndicats des propriétaires font de gros efforts pour essayer de fédérer les propriétaires forestiers de petites parcelles pour qu'ils fassent des exploitations en commun, des éclaircies en commun, pour essayer de valoriser leur bois. Et puis, il y a les propriétaires de forêts plus importantes qui, eux, sont soumis par la loi aux planches simples de gestion,
Donc vous savez que les propriétaires qui ont plus de 25 hectares ont l'obligation de déposer un plan simple de gestion auprès des services administratifs forestiers, hein, en leur expliquant les travaux civicoles qu'ils ont l'intention de faire, les coupes qu'ils ont l'intention de faire, et surtout les reboisements et l'entretien qu'ils ont l'intention de faire après exploitation. Donc voilà. Donc, mais malheureusement, on est dans la chaîne industrielle, qu'on le veuille ou non, hein, et les petites unités de production auront beaucoup de mal à s'insérer dans le marché. Hein, voilà. C'est un problème qui est le résultat de la disparition de toutes ces petites scieries locales, hein, artisanales, qui satisfaisaient le besoin des gens locaux, hein, des locaux, qui n'existent plus. Voilà.